Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette première version de Women on the Go et je reviendrai sur qu'est-ce que Women on the Go tout de suite. Mais je vais d'abord me présenter, je suis Agnès Vandeval, je dirige la division des partenaires solutions à Corp chez Microsoft et en fait cette initiative Women on the Go a 2 ans à peu près puisqu'elle est née d'une réflexion que nous avions au sein de Microsoft France quand on se regardait autour de la salle et on s'est dit quand même, on n'est pas très nombreuses. Et on regardait aussi l'écosystème de nos clients et de nos partenaires dans l'IT et on s'est dit quand même, on n'est pas très nombreuses. Et finalement, partant de ce constat-là et partant de la chance que nous avons d'être chez Microsoft, pour qui les valeurs de diversité et d'inclusion sont extrêmement importantes. Et partant aussi d'un deuxième constat qu'on avait une chance d'avoir des partenaires juste extraordinaires, un écosystème extrêmement riche de partenaires services, ISV, start-up, petites, grandes entreprises. Et on s'est dit, mais on ne va pas le faire tout seul si on lance une initiative. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec nos partenaires. Et ce qui nous a semblé évident, c'est de partir de la fameuse citation de ce qu'on ne peut devenir que ce que l'on voit. Et finalement, c'était de se dire, mais il y a des rôles modèles, il y a des femmes juste extraordinaires qu'on croise tous les jours dans notre métier, en rendez-vous, avec des clients, dans plein d'occasions. Et on a juste envie de les faire connaître, en fait. Et on a commencé à échanger avec un partenaire, 2, 3, et à chaque fois, un accueil incroyable. Et c'est là qu'est né finalement le lancement des Role Model Awards. Très rapidement, on s'est dit les partenaires c'est bien, Microsoft aussi, on va avoir nos Role Model Awards et en parallèle, on a donc aussi lancé les Role Model Awards au sein de Microsoft. Et finalement, il y a eu plus de 100 partenaires qui ont répondu présents et qui ont présenté leurs talents, jeunes, leadership, technique, il y avait plusieurs catégories. Et vraiment, l'idée, c'était quelque part de mettre en avant tous ces talents, de montrer au reste, finalement, de la société qu'être une femme dans l'IT, c'est extraordinaire, c'est un parcours qui est toujours palpitant, qui n'a pas une voie royale, qui a plein de chemins pour y arriver. Et c'était un peu aussi pour démystifier, finalement, le parcours qui est le vôtre et pour montrer sur les réseaux sociaux, puisqu'on a fait des vidéos, on a beaucoup communiqué aussi autour de vos profils sur LinkedIn, ce que vous ameniez. Alors, vous êtes nombreux dans la salle, il y a différents publics, partenaires, Microsoft, on a nos jeunes aussi Aspire qui sont là, vous êtes très nombreux et nombreuses en ligne. Et je dis nombreux et nombreuses parce que, bien entendu, ce n'est pas qu'un événement réservé aux femmes, on a des alliés, et c'est bien, et j'en ai un sur scène. I switch in English in a minute from there. et il va vous expliquer aussi, j'ai le privilège d'avoir René avec nous aujourd'hui, parce que, encore une fois, au-delà de la diversité, de gender diversity, on croit surtout à la mixité et à l'équilibre et au fait de travailler ensemble et de réussir ensemble. C'est ça qui est extrêmement important. Alors, on est déjà dans la 2e année, alors je dis déjà, c'est encore tout récent, des Partner Role Model Awards. Certaines sont présentes aussi. On aura donc les résultats lors du mois de juillet, lors de notre événement partenaire Inspire. Et pareil, côté Microsoft. Alors, ce qui nous a semblé important, c'était bien de faire ça une fois par an, mais finalement, beaucoup d'entre vous, vous êtes revenus vers nous en nous disant « Ok, c'est super, merci beaucoup, mais ce qu'on aimerait bien, c'est surtout networker, se rencontrer, avoir des échanges d'expériences, rencontrer des femmes inspirantes, des parcours, et puis juste grandir et avoir le plaisir de se revoir un peu en physique, toujours en virtuel aussi. Et du coup, est née l'initiative Women on the Go, dont c'est la première édition, et on en aura régulièrement au cours de l'année. Alors là, vous avez l'agenda qui s'affiche derrière moi et je vais pouvoir faire l'introduction avec Rodney Clark, qui était en visite à Paris justement cette semaine, qui est donc le Corporate Vice President pour Microsoft de la division partenaire. Et je lui ai demandé, et ça sera en anglais, de pouvoir échanger sa vue aussi sur la diversité. Suite à cela, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Paige Guyot et Céline Merbéral pour un échange vraiment à bâton rompu. Et on pourrait faire 3 heures. Franchement, on ne s'arrêtait pas quand on s'est eu au téléphone sur leur vue, leur carrière et leurs conseils qu'elles peuvent donner, suivi d'une table ronde, et là très axée, de femmes et quelles femmes dans la tech, avec Mathilde Buteau, Nathalie Morin et Cathy Mozès, et ça sera animé par Gilles Daravon, qui dirige la division partenaire chez Microsoft France. Et puis enfin, la présentation du livre CAC Women par son auteur, Sarah Ravella, que je remercie aussi d'être parmi nous, et puis surtout après,
un temps d'échange, des questions. J'espère que vous en aurez beaucoup. Franchement, c'est de l'interactivité, c'est vraiment un moment pour nous. Donc, profitons-en et ça sera bien entendu suivi d'un cocktail et de conseils. J'aime beaucoup les conseils, mais les cocktails aussi. So maybe I will switch in English and I will welcome Rodney. Rodney, please join me in the center of the stage. Don't be shy. I mean, we're all friends there. So Rodney is my big boss, by the way. and I thought it was just great that you didn't pick, okay, this week, let's say, but by chance you're here, and we have this event, Women on the Go, and you immediately said a big yes when I said, oh, Rodney, can you just give your view on diversity? How do you live that personally at Microsoft, at the corporate vice president at Microsoft? What does it mean? It will be great to share. Yes, thank you. Thank you, Agnès. And my French is not great. In fact, my French is not at all. So I am going to speak in English. When this picture came up, I'm reminded that my daughter, Olivia, who's 19 years old, took this picture for me, and she was so thrilled that it is getting so much visibility because it is now my profile picture across a number of different online and corporate sites. And the reason I start with that is my daughter Olivia is pursuing an interest in film and production. Very hard for women to break into film and production. Extremely hard for women of color specifically to break in and to have a career in production. So a small thing like her work being displayed to thousands of people on a daily basis becomes important for her confidence as a professional, a young woman growing into her professional career, and becomes very important for others to see what she's capable of doing. That one little innocent snapshot has turned into an opportunity for her. Beyond my daughter, I'm just so pleased that I work for a company that has diversity and inclusion at the core of what we do and at the core of who we are. At Microsoft, we believe in this concept of inclusive economic opportunity. It means a lot of things, so many things that I won't have time to unpack all of them today. But what I will share is a BCG stat that says an organization that has a diverse leadership team, a diverse management team, grows revenue 19% over an organization who does not. So you just look at that for a second and look at that stat, and that plays out for large and small corporations, everything from the smallest business to a Fortune 500 company. Just that stat alone in the world that we all live in is enough to invest in diversity. I'm so thankful to be here for Women on the Go and to share a little bit of not only this notion of economic inclusivity, but to also share that at Microsoft, it's fundamental that we believe that developing and nurturing talent internally is important. It's also equally important to nurture and develop talent and capability externally. When we think about the products and services that we build, the whole effort for us is to create a scenario where we're empowering companies to build more sustainable, more inclusive solutions. And in our case, in the work that Agnès and I do, we have to build, and we have the responsibility to build a more inclusive channel. The only way that we do that is through investment. It's through opportunities like this today, where we're all together working on that gap that we have in skilling, the gap that we have today in growing and nurturing the next wave of women in technology or women in talent. And we have invested in a number of different ways as a company through things like Women in Technology, which is focused on helping women build skills and capabilities in Azure, in things like AI. And we have over close to 2,000 women who've been through that program and have net certifications through it. And they're partnered and aligned with companies who are also investing in their growth as individuals. We also have Women in the Cloud, which is all about taking women-owned businesses and helping them through accelerators, giving them the skills, the resources, the tools to develop their businesses so that they can become a part and participate in this inclusive economic opportunity that I talked about earlier. For me,
It's a core part of who I am as a leader and how I invest. I'm happy to say that my organization specifically is 42% women, which is, I'm super proud of that. And it's very intentional in how we invest. For me, the organization that all of us are a part of and that we're responsible for should reflect the world that we live in. I always say that I have a lot more work to do. I'm proud of it, but I also know that there's a lot more work for us to do. If you think about technical roles, 13% of engineering roles, this is a worldwide global stat, are women. And at Microsoft, we've grown to about 24% of that, meaning 24% of our technical roles are women. And that is something that we're proud of. And also, it's something that we know we still have a lot more work to do. So it's through efforts like this that make a difference. I'm going to sit and listen and learn. I've already said I'm going to turn on my translator and try to follow along as much as possible. But I want to say that we are committed as a company in your growth and success. And we're also committed to learning from you on how we can better support you as we continue on this journey together. So thank you very much. Thanks, Ronald. Thanks for sharing. And I'm sorry, we are going to carry on in French. That's so okay. Put on the translator, I'm going on forward. But that was great to have your view. Voilà, donc c'est toujours tellement le plaisir d'avoir Rodney aujourd'hui et d'échanger ces paroles. C'est des valeurs qui sont extrêmement importantes et qui sont importantes parce que, encore une fois, ce qu'on aime partager, au-delà du plaisir de vendre de l'Azure, du Microsoft Teams et du Business Application ensemble, c'est les valeurs qui nous animent et qui, je pense, nous amènent bien plus loin tous ensemble. Alors, on va passer à la deuxième partie de cet événement Women on the Go et je vais donc accueillir mes deux invités de choc, Paige et Céline, à me rejoindre pour échanger à bâton rompu sur leur parcours. Donc, je pense qu'il y a des micros qui sont à votre disposition, là, à prendre au passage. Et puis, debout, assise comme vous voulez, hein, moitié. Sur ma photo, moi sur la tienne, comme ça. Ah voilà, c'est pour savoir. Voilà, on est très ordonnés. Et donc l'idée, ça m'a semblé intéressant. Donc oui, on est toutes des femmes de l'IT dans cette assistance et encore une fois en distanciel. Mais justement, de choisir des femmes qui n'étaient pas forcément et qui n'étaient pas de l'univers de l'IT, c'est intéressant parce que déjà, de voir des perspectives d'autres industries, c'est clé. Et puis surtout, c'est des parcours qui sont pas très typique, on va dire, mais je vais d'abord vous laisser vous présenter chacune d'entre vous. Donc, Paige, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Je démarre. Donc, merci beaucoup, Agnès, pour l'introduction et merci pour l'invitation d'être ici. Donc, Paige Guillot de Coca-Cola Company France. Donc, je suis présidente de Coca-Cola Company France depuis 1 an et demi. Je travaille dans, on va dire, le système Coca-Cola depuis 20 ans. Et comme vous entendez par mon accent, je suis américaine, mais j'ai vécu en France pendant très longtemps jeune et je suis mariée avec un Français. Donc d'où la langue. Et mon parcours, donc j'ai fait plusieurs postes chez Coca-Cola dans beaucoup de différents pays. Donc j'ai commencé dans la stratégie, j'ai quitté Coca pour faire mes études de mon MBA chez INSEAD à Singapour et puis ensuite j'ai terminé ça en France. Rejoint l'entreprise après à Londres, où j'ai travaillé pendant 5 ans et demi. Mes 2 enfants sont nés à Londres, en fait. Et puis après, j'ai rejoint des postes opérationnels en Angleterre et puis ensuite aux États-Unis. Et puis en ce moment-là, j'ai passé du côté embouteilleur, qui gère tout ce qui est production, vente et distribution pour nos produits, du côté compagnie, qui gère le côté marketing, publicité, innovation, stratégie globale, par exemple, aux États-Unis. Et j'ai travaillé en corporate en stratégie. Et puis retour en Asie pour gérer la stratégie pour l'Asie-Pacifique. Et puis ensuite, j'ai décroché mon premier poste de General Management à Hong Kong. J'ai géré Hong Kong, Macao, Mongolie, quand même, et Taïwan. J'ai beaucoup d'histoires très intéressantes là-dessus. Et puis là, ensuite, très heureuse d'être retournée en France et de retrouver notre famille, les grands-parents, des enfants, etc. Et encore ravie d'être ici.
Merci. Bon, je pense qu'on va revenir sur plein d'anecdotes de ton parcours qui est extrêmement riche. Céline. Bonjour, merci beaucoup Agnès. Bonjour à toutes et à tous. Et tous, on en a quelques-uns. Donc moi je suis Global Chief HR du groupe Havas et j'ai un parcours très différent du tien, moins international dans sa constitution, même si aujourd'hui le poste est international. J'ai commencé chez Bolloré, donc c'est le même groupe, hein, Bolloré, Vivendi, Havas, et j'étais pas du tout RH et j'ai fait une dizaine de métiers différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé à passer le barreau, j'ai parti un an aux États-Unis, j'ai vécu à San Francisco, Berkeley, et quand je suis venue en France, j'ai été recrutée dans un cabinet d'avocats et chez Bolloré, et j'ai pris Bolloré en me disant qu'un jour peut-être que je ferai autre chose que du droit, puisque je n'étais pas convaincue, même si j'avais été au bout, que c'était une voie qui allait m'épanouir. Et donc, je suis rentrée chez Bolloré, j'ai quand même été contrainte d'aller au service juridique. Au bout d'un an, en corporate, tout m'ennuyant prodigieusement dans la salle, en ce qui me concerne, ça a généré une identification que ce n'était pas forcément une voie pour toute la vie. Et c'était la première bulle Internet, 99. Et j'ai levé la main pour développer une activité de capital risque. À l'époque, tous les grands groupes faisaient ça. Vivendi faisait Viventure, Innovacom, France Télécom. Et on était un groupe de transport et je me disais qu'un jour, peut-être qu'il y aurait quelques commandes Internet qui mériteraient qu'on s'interroge sur la livraison du dernier kilomètre. On m'a écouté bien en souriant. Enfin, on m'a quand même laissé faire un peu de capital risque pendant une année. Puis, au bout d'un an, on a préparé un dossier pour la télévision, la TNT, Direct 8 à l'époque. Donc, j'ai fait partie du projet qui a rédigé le dossier de réponse à l'appel d'offres au CSA. On a soutenu en 2002. On a été attributaire d'une fréquence. Et on a lancé 3 ans plus tard. Et donc, entre-temps, j'ai lancé une radio, toujours chez Bolloré. Voilà. Et puis on a fait du financement de cinéma parce qu'on allait avoir des obligations de production liées à l'exploitation de la chaîne. Il fallait que quelqu'un se dévoue pour apprendre comment marchait le cinéma, donc je me suis sacrifiée, ça a été terrible, il fallait aller à Cannes, lire des scénarios, rencontrer des acteurs, c'était vraiment horrible. Puis la chaîne a été lancée et là j'ai pris, donc l'idée de Vincent Bolloré était qu'il fallait lancer une chaîne comme s'il n'y avait jamais eu de chaîne existante avant. Donc il a mis autour de la table, il a réparti des ministères, j'ai été chargée de l'antenne, avec toute l'expérience que vous pouvez imaginer, j'avais. Mais ça, c'est très intéressant. On a lancé la chaîne avec 17 heures de direct, donc je m'occupais de l'antenne. On faisait comme on pouvait, on était ridicule. On apprend à être ridicule quand on lance un projet. Au moins pendant un an, on était sur tous les zappings, mais on a accéléré l'apprentissage et au bout d'un an, on a fini par quand même avoir une chaîne qui se regardait. Aujourd'hui, c'est C8, ça marche bien. Si ce n'est que moi, on a lancé les journaux Direct Matin, Direct Soir et en 2008, je suis sortie des médias. J'ai piloté un petit peu l'activité de vin. On a du vin, du rosé excellent, je vous le recommande, dans le sud de la France. Et puis, j'ai basculé sur le stockage d'énergie, la voiture électrique. Donc, j'ai appris le lithium, j'ai appris donc, vous voyez, vraiment très sérieusement des sujets qui n'avaient rien à voir. Et puis, 2011, lancement d'Autolib. Et là, ça suffit, je voudrais un poste stable. J'avais quand même fait, certes, des choses intéressantes, mais tous les 2 ans, je changeais. Et ayant un diplôme en droit social, je me dis, tiens, les RH, c'est quand même les gens, ce qui m'intéresse le plus. Donc, j'aimerais aller dans les RH et on m'envoyait chez Havas. Donc là, j'ai rejoint le groupe en 2011 et puis j'ai fait mon parcours où j'ai pris progressivement des responsabilités qui m'ont amené aujourd'hui à piloter les RH au sein de ce groupe. Voilà, j'ai une fille de 20 ans qui vit à Londres, qui est étudiante là-bas. Et c'est une expérience professionnelle absolument merveilleuse, même s'il y a des hauts et des bas comme tout parcours. Et on sera ravis de partager l'une et l'autre. Ouais, moi qui pensais que j'avais des journées et une carrière bien remplie, je pense que là, je viens de revoir mes priorités. C'est juste extrêmement impressionnant. Et puis surtout, j'aime ce côté en fait qui soit international ou très disruptif dans les différents univers, ce qui prouve bien que parfois rien n'est écrit ou tout peut être écrit, mais on va revenir sur cette question-là justement. Alors une première question. Que j'aimerais vous poser, le conseil que vous auriez aimé recevoir quand vous avez commencé votre carrière. Parce que finalement, on n'est pas en début de carrière, on peut se le dire, on a quand même un petit parcours. Et quand on revient, c'est vrai qu'en démarrage, on s'est dit, tiens, si j'avais su ça, peut-être que j'aurais fait différemment ou plus vite ou mieux, etc. Alors, quel aurait été ce conseil ? À moi, un conseil que j'aurais adoré que l'on me donne un peu plus tôt, j'ai dû le découvrir à mes frais, c'est 8 problèmes sur 10 se résolvent seuls. C'est-à-dire, quand vous êtes sollicité par quelqu'un pour résoudre son problème, acceptez de ne pas être le héros et juste ne rien faire.
d'attendre 2-3 jours. 8 fois sur 10, la personne revient vous voir et vous dit « Ah, au fait, j'ai appelé machin, c'est bon ». Alors que si jamais on intervient pour régler le problème, alors là, le problème, il existe vraiment. Il existe vraiment, on le cristallise. Et vraiment, d'abord, on perd de l'énergie, mais surtout, on devient nous-mêmes un problème. Donc, voilà, si j'ai un conseil à donner que j'aurais aimé qu'on me donne un peu plus tôt, c'est, voilà, ne soyez pas à réagir immédiatement quand on vous sollicite sur un problème. Filtrez les problèmes qui demandent quand même, il y en a quand même 2 qui génèrent une intervention, mais beaucoup, attendez 3-4 jours et vous verrez, ils se résolvent seuls et c'est très utile. Ça, c'est un très bon. Bon, si on a des problèmes avec les partenaires, c'est quand même bien de les résoudre. Hein, je dis ça pour les équipes. On peut filtrer, mais c'est vrai que c'est un très bon conseil. Paige, toi, est-ce que tu avais un conseil de ton côté? Oui, et c'est tout simple, c'est de prendre sa place à la table. Parce que je pense que souvent, on a tendance à se dire, il y a beaucoup de monde, ils sont très seniors, on se met dans un coin. Et en fait, il faut prendre sa place. Il faut se mettre en plein milieu de la table quand on est en train de dîner avec plein de monde. Il faut se mettre à la table de la réunion. Il faut oser, parce que si on n'ose pas, on ne va pas forcément être invité à chaque fois. Donc, très, très simple comme règle que j'ai essayé de suivre. C'est extrêmement important parce qu'on a beaucoup de Aspire, donc c'est les Early in Career chez Microsoft, et des jeunes femmes. Et qui sont tout de suite voilà, sur des rôles parfois techniques, où elles se retrouvent dans une population très senior pour une première négociation ou prise de parole, etc. C'est pas facile de se lancer, d'oser. Et en fait, faut oser. Faut y aller, quoi. Voilà. Personne n'en meurt. Voilà. Et ça ne peut que bien se passer. Une deuxième question, et peut-être pour toi, Paige, une expérience, une conversation, une rencontre qui a eu un gros impact finalement sur ta vie, parce que c'est souvent ça. Il y a souvent un déclencheur, et quand vous, à distance dans la salle, pensez à ce moment qui a été un moment décisif, qui vous a fait rejoindre un groupe, rejoindre une équipe, changer de carrière, prendre une certaine voie, vous a retenu dans une entreprise, vous a fait partir d'une entreprise. Voilà, mais c'est souvent ça, il y a des moments déclencheurs. Oui. Pour moi, c'est un peu un groupement d'expériences. Et comme vous avez entendu dans mon parcours, le fait de vivre à l'international, ça a eu un énorme impact sur ma vie, sur ma carrière. Enfin, c'était grâce au fait que le travail de mon père nous avait amenés en France, que en fait j'ai rencontré mon mari, un Français, ici en France. Donc, sans ça, je ne serais pas mariée avec un Français, on n'aurait pas de beaux enfants franco-américains. Et donc, déjà, d'avoir cette expérience à l'international, ça m'a montré que c'était possible. Oui, c'est compliqué, mais que c'était possible. Et donc, ça a enlevé un peu le mystère, la peur que ça peut présenter de vivre à l'international quand on n'est pas forcément du pays d'origine. Donc, ça, c'était vraiment un premier point qui a vraiment eu un impact sur ma vie, sur ma carrière, sur ce que je voyais en termes de possibilités. Après, de vivre dans des différents pays, chaque expérience m'a beaucoup marqué, notamment celui le plus récent de vivre à Hong Kong et de me retrouver responsable d'un groupe très divers de plusieurs nationalités, avec un mélange de complexité politique, on va dire, avec Hong Kong, Taïwan, mais aussi avec des différents besoins, même en termes de diversité. À Hong Kong, par exemple, c'est légalement interdit d'être homosexuel, ce qui est pour nous, en termes de valeur, un vrai problème. Donc, de naviguer ça avec des personnes dans mon équipe qui sont homosexuelles, c'était quelque chose à gérer et à montrer du leadership. Mais aussi de gérer ces cultures diverses dans une situation de Covid, parce que j'étais toujours à Hong Kong quand Covid est arrivé. C'est une partie du monde où ils ont vécu le SARS, ils ont déjà vécu vraiment des expériences très poreuses avec des virus. Donc, ça m'a apporté beaucoup de comment être à l'écoute, comment d'être humble, de ne pas imposer
ma culture, mes valeurs, forcément dans toutes les circonstances, pour pouvoir créer un environnement qui est au maximum inclusif et puis qui ensuite, comme Rodney a dit, permet à une créativité, qui permet à une ouverture d'esprit pour qu'on puisse mettre en place les meilleures solutions pour la croissance de l'entreprise. Super. Céline, toi, je pense que tu as une expérience en tête. Alors, oui, moi, ce que je vais raconter, c'est un petit peu différent. Moi, ce qui m'a été très utile dans ma vie non professionnelle, pour ma vie professionnelle, c'est mon expérience avec les voitures. Alors, je vais vous raconter, il y a 12-13 ans, je vais à une vente privée d'achat de vêtements pour bébé, parce qu'à l'époque, ma fille est encore petite, et j'entends des filles parler de rallye. Pour moi, les rallyes, j'aime beaucoup conduire, c'était un truc de pro. Et les filles que j'entends parler me laissent penser que si elles peuvent le faire, je peux le faire. Et donc, je m'intéresse un petit peu au sujet et je me retrouve embarquée dans le rallye des Gazelles, qui est un rallye dans le désert, un rallye raid. Donc ça a lieu, je vous passe les détails. Ce qui est intéressant, c'est que 3 ans plus tard, je fais le Paris-Dakar. Et je me retrouve copilote de quelqu'un qui est assez connu, qui s'appelle Jean-Louis Schlesser. Donc j'improvise le copilotage puisque j'avais été pilote sur le Gazelle et les Gazelles, c'est pas de la vitesse, c'est l'orientation, alors que le Dakar ou les rallye raids, c'est de la vitesse avec du GPS, etc. Donc j'apprends à manier tout ça. Notre première course, la première journée commence et quand vous copilotez, vous avez un roadbook et vous informez votre pilote avec un casque, voilà, à 400 mètres, Y droite, cap 90, attention, ondulation, danger 2. Donc moi je m'applique, je suis très disciplinée, je lui dis ça, on roule, il tourne et paf, il prend les ondulations, danger 2, et il me regarde, il me dit, t'aurais pu me prévenir. Voilà. Mais comment ça? Mais je lui ai dit. Donc je te l'ai dit. Non, tu ne me l'as pas dit. Commence un débat passionnant sur je te l'ai dit, tu ne me l'as pas dit. Pendant ce temps-là, on roule. Mon roadbook ne se tourne pas puisque je suis arc-boutée sur la légitimité que j'ai à lui dire que j'avais raison. Et je réalise quand même au bout de 45 secondes que je suis en train de débattre d'un sujet qui n'a absolument aucun intérêt. C'est qui a tort, qui a raison sur un truc qui est passé, avec devant moi une course. Donc je décide de lui dire « Pardon, désolé, tu as raison. Ego, ma montagne de l'ego, je surmonte ça, et d'un seul coup, ça devient un petit poids, parce que tout ça n'est qu'une vue de l'esprit. Et donc, j'apprends, que la communication, c'est pas dire une fois, il faut répéter, hein, à 400 mètres, à 300 mètres, à 200 mètres, attention, parce que l'autre pilote, il voit rien, donc il faut que je lui répète. Donc, c'est pas mettre quelqu'un en copie d'un mail, hein, informer, c'est vérifier qu'il a bien entendu. L'énergie pour un truc passé qui n'a pas d'importance. Il faut être assez grand pour lâcher prise parce que la course continue et l'enjeu est tellement plus important. Donc, on apprend sur la communication, on apprend sur la gestion de son propre ego et les priorités. Et ça, c'est extrêmement intéressant comme team building, hein, je vous encourage à le faire. Mais la transposition dans le boulot de ce type d'expérience, moi, ça m'a appris vraiment à grandir hein, dans la relation aussi, la communication interne et puis le fait de savoir gérer ses priorités et de ne pas dépenser de l'énergie pour un combat qui est du passé et puis surtout qui est disproportionné dans sa perception par rapport à la réalité. Super tips, ouais, voilà. Super conseil parce que ça s'applique, là ça va résonner à chaque fois quand on va être confronté à cela. J'aimerais revenir un peu sur la visualisation finalement de sa carrière parce que je pense que entre le moment où on était étudiante, voire adolescente ou étudiante, et là où on est aujourd'hui, est-ce qu'on avait tracé ce chemin? Est-ce qu'on se voyait vraiment là où vous êtes et dans la salle? Rappelez-vous, quand vous aviez 16 ans, 14 ans, où est-ce que vous voyez et est-ce que ça s'est réalisé, Paige? Dis-moi. Oui. Alors moi, je suis quelqu'un de très, comment dire, en anglais, c'est goal-oriented. Donc moi, j'aime bien mettre des objectifs en place et puis les poursuivre. C'est ma personnalité. Et j'ai fait la même chose avec ma carrière. Donc j'ai rencontré, quand on vivait en France, j'ai rencontré des gens qui sont allés à INSEAD. Je les ai trouvés vraiment impressionnants. J'aimais bien le côté divers international. Et donc, je me dis, allez, je vais aller là. Donc, c'était mon objectif. J'ai fait mes études là-bas. Mais assez jeune, on va dire, je me suis dit, bon, j'ai un objectif. J'aime bien la diversité de différents sujets à gérer d'un point de vue business. J'aime beaucoup la stratégie. J'aime bien problem solving.
J'aimerais bien éventuellement manager une équipe et peut-être même on pourrait être ambitieux un pays, un petit pays. J'avais mis cette vision en place relativement jeune, on va dire une vingtaine d'années, quand j'avais une vingtaine d'années. Là où ça m'a aidé, donc éventuellement, effectivement, j'ai réussi à accomplir cet objectif. Mais je vous dis ça parce que là où ça m'a vraiment aidé, c'était pour gérer les discussions de carrière avec ceux qui m'entouraient et d'être très clair avec eux de ce qui était important pour moi. En même temps, ça m'a aussi permis de tester un peu mon objectif. Donc, d'en discuter avec des gens qui me posaient des questions, la question importante, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu as passé du temps avec des différents GM? Donc, ça me forçait à remettre en question l'objectif et à le reconfirmer, mais aussi, une fois que j'avais bien confirmé, j'étais sûre que c'était ça que je voulais faire, de discuter avec ceux qui m'entouraient, qui pourraient me permettre d'y arriver et de dire, bon, qu'est-ce qui me manque? Si je veux atteindre cet objectif, qu'est-ce que je dois faire de différent pour que vous puissiez me mettre dans cette position? Et avec ces clartés, ça a vraiment joué un rôle pour que je puisse arriver à accomplir mes objectifs. C'est pas pour tout le monde. Ça, c'est la façon dont moi j'ai géré ma carrière, mais je trouve que c'est très important d'au moins avoir une idée de ce qui nous intéresse pour qu'on puisse aider les autres à nous aider à poursuivre nos objectifs. Tu vois, en tant que RH, avoir quelqu'un qui, dans l'entreprise, a une clarté sur ses attentes et quels moyens il faut mettre au service de ses ambitions, c'est extraordinaire parce que ça permet de structurer soi-même en tant qu'employeur pour accompagner des profils qui savent ce qu'ils veulent. Et donc, c'est aussi très intéressant d'avoir quelqu'un de déterminé parce elle sait ce qu'elle doit, la personne sait ce qu'elle doit accomplir pour atteindre le niveau d'après. Moi, les choses sont claires. Et on ne tourne pas autour du pot aussi pour construire une carrière. Et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir une telle vision et projection de soi-même. C'est le fameux development plan, je dis ça pour les Microsofties, à faire pour être bien clair sur son parcours et ses étapes. Mais c'est vrai que c'est clé et c'est indispensable pour finalement arriver à se projeter. Et je pense que toi, Céline, c'est un peu différent parce que ton development plan, tu l'as pas vraiment écrit en fait. C'est totalement l'opposé. Moi, c'est totalement l'opposé. Moi, je suis toujours... j'ai eu la chance d'avoir un manager toujours en qui j'avais confiance. Et donc, si on me demandait de faire quelque chose et je n'étais pas sûre d'être capable, si lui pensait que j'étais capable, alors j'étais capable. Alors ça, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui. C'est un des grands biais que l'on a, c'est de se dire je dois cocher toutes les cases et est-ce que je suis vraiment capable, etc. Ce qui se pose moins côté masculin comme question, généralement, c'est quand on donne le job, on ne se pose pas de questions, c'est bon. Et ça, je pense que c'est une grande vérité quand même. C'est qu'à un moment, si on vous donne le job, c'est que c'est pas pour vous faire plaisir, hein. Voilà, c'est si que vous donne êtes le job, archi capable et que la confiance, elle est là. Voilà, allez-y, c'est surtout si quelqu'un vous a mandaté pour quelque chose et que vous pensez ne pas être capable, soit vous pensez que cette personne est folle, et si vous avez une confiance en elle, ça, de facto, vous arrêtez de vous poser des questions et puis ça va bien se passer. Et donc forcément, quand j'ai commencé, j'avais fait du droit pour être, j'avais passé le barreau. Et dès le début, j'ai compris que j'allais pas explorer cette voie à fond. Et donc, j'avais de facto un large éventail possible et qui s'est présenté. Mais c'est vrai que j'ai levé la main pour des sujets où on m'a dit, ou plutôt on m'a orienté sur d'autres. Et au final, c'est comme ça que j'ai assimilé une variété. J'étais bilingue en bolloré, en fait, quand j'ai basculé chez Havas. Et ce qui m'a permis de compenser une absence de technicité métier, parce que j'avais jamais exercé comme RH, par la connaissance des arcanes de ce groupe et qui donne une autre valeur et une approche qui permet d'être efficace aussi. Mais voilà, si vous doutez de vous, quelqu'un ne doute pas de vous, alors c'est l'autre qui a raison. Super. Je pense que c'est le timing, c'est bon. Je peux encore faire une question? Ah, bah super, bon bah voilà, je ne m'arrête plus. Alors peut-être rituels ou habitudes qui vous ont aidé dans votre vie, votre carrière, ou un mantra pour booster votre énergie, enfin quelque chose que finalement vous entretenez et qui, avec vos équipes ou vous-même, pour votre parcours, vous
vous aide? C'est une nouvelle question. On improvise un peu. Voilà, on improvise. Je trouve qu'on a besoin d'être toujours prêt à changer parce que les choses changent très vite autour de nous et qu'on ne se rend pas compte d'un seul coup qu'on est ceux qui empêchons le changement. Et donc, j'essaie de m'astreindre à des ruptures par rapport aux habitudes, même celles que j'aime bien. Donc, la voiture en est une, mais j'ai expérimenté cette année le jeûne, par exemple. Moi, j'adore manger, j'adore... Et donc, j'ai fait un jeûne de 4 jours. Le jeûne de pas manger, quoi, c'est ça. Voilà, et pas parce que j'avais une croyance, je voulais pas développer une spiritualité. Je voulais juste me forcer à me mettre en rupture par rapport à quelque chose qui est une forte présence qui rythme mes journées, hein, quand même. Et en fait, ça redynamise. D'abord, ça fait du bien, mais ça redynamise pour être habitué, parce que les changements, on peut les subir et autant être un petit peu habitué. Donc moi, j'aime bien, de temps en temps, une fois par an, me faire un petit changement. Voilà. Et c'est sortir de ta zone de confort. Sortir de la zone de confort. C'est ça. Voilà, tester, voilà. Mais tu as envie. Enfin voilà. Quand vous faites un rallye dans le désert, vous maquillez pas, vous vous douchez derrière un camion, vous parlez que de voiture, vous êtes en combinaison. Enfin, c'est pas du tout la vie parisienne. Et tout ce qui est indispensable, que l'on pense être indispensable, ça ne l'est pas du tout. Et ça fait du bien de se le rappeler de temps en temps, parce qu'on peut se retrouver à être très angoissé à l'idée de ne plus accéder à quelque chose, et en fait, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et c'est vrai que sortir de sa zone de confort, c'est finalement un fil rouge que vous avez toutes les deux. Que toi, tu as vécu à l'international, parce que changer de pays à chaque fois, c'est se remettre en question, c'est se remettre en position de risque finalement dans sa carrière, parce qu'à un moment, tu étais installé dans un pays, c'était confort, etc., dans un job, tu avais ton équipe, hop, tu pars. Est-ce que c'est quelque chose que, dès que tu te sens un peu trop confortable, tu te dis, il faut bouger ou et je pense que ça rentre aussi dans ton point, il faut oser. Il faut aussi oser prendre sa place à la table. Ça peut s'appliquer à prendre des postes où, comme tu as dit, on se sent peut-être pas prêt, mais il faut se stretcher. Et on s'étonne. On arrive en fait à rise to the challenge. Ouais. Donc on peut s'impressionner en fait. Je pense que depuis 1 an et demi, on s'est tous impressionnés avec de quoi on est capable. Dans une situation de Covid. Donc, il faut vraiment oser. J'ai trouvé c'est très valorisant d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue apprentissage, de faire autre chose. Et puis, pour ma petite rituel, juste pour répondre à la question, pour moi, ça a été important et j'ai réalisé ça surtout quand j'ai commencé à avoir des enfants. Enfin, c'est sans arrêt, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a du travail, des enfants, des bébés, le mari, etc. Il y a tout. Très révélateur quand même. Je veux rien dire, mais un mari quand même qui a déménagé 6 fois, qui a quitté son poste 6 fois pour soutenir ma carrière. Donc j'ai beaucoup de chance. Je dis rien de mal. Tu le gardes alors. Voilà, je le garde. Mais pour moi, c'était très important de trouver des moments pour moi, des moments de détente. 1 fois par jour. Et j'ai retrouvé ça avec le sport. Donc, je fais du sport tous les matins. Si je fais pas du sport, enfin, je promène mon chien, mais j'écoute un podcast, mais de trouver un moment vraiment pour moi où j'investis dans moi-même. Parce que sans ça, on a tendance à penser qu'on peut tout faire. C'est très féminin. Et la réalité, c'est qu'on n'est pas des superwomen. Enfin, on est des superwomen, hein, mais il faut vraiment prendre des moments pour soi. Et moi, ça m'a personnellement beaucoup aidé à rester équilibré. Et oui, on peut revenir sur le sujet de la fameuse work-life balance, dont on parle beaucoup, et qui est très personnel. Hein. Il y en a qui aiment se déconnecter, il y en a qui aiment rester connectés. Ce qu'il faut, c'est adapter ce qui correspond finalement à soi-même et à son rythme. Vous avez toutes les deux des vies bien remplies, perso, pro. Un tips aussi là-dessus ou pas? Ou juste... on aménage et on fait au mieux. Quel est je sais pas, tu disais avec la nombreuse famille. Moi, j'aime bien la vie sociale. Moi, j'aime bien passer du temps avec d'autres personnes, interagir avec d'autres personnes. Donc, ça remplit effectivement. Mais il faut équilibrer. Il faut garder des moments pour soi. Il faut savoir dire non, surtout, et prioriser ce qu'on fait avec notre temps. Donc, plus on avance, plus je trouve que ce fait de prioriser devient excessivement important. C'est de savoir qu'est-ce qui est important pour que j'arrive à délivrer mes objectifs pour mon business, très très clair, mais aussi sur le côté personnel.
Céline? Très rapidement, parce que je vois que la pression monte. Ça y est. Vous voyez ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. On avait le Covid, puis l'élection présidentielle, puis l'Ukraine. D'accord ? Chaque chose occupait tout l'espace médiatique, et d'un seul coup, quelque chose arrive, et cette chose qui occupait tout l'espace médiatique, on s'habitue à vivre avec. Donc c'est un peu pareil. Vous avez des choses qui vous paraissent indispensables, il faut répondre tout de suite, puis il y a une autre truc qui arrive, et puis on s'occupe de l'autre chose, et en fait, il y a moins de drame qu'on le pense. Donc il faut arriver quand même à avoir un peu d'élasticité, parce que si vous avez en charge des personnes qui peuvent avoir besoin de vous, ou des missions qui dépendent d'autres time zones, on peut quelquefois avoir un peu de souplesse, mais néanmoins, il faut aussi savoir prendre un peu de recul sur l'importance de ce qui vous semble accomplir. Quand on fait un parallèle avec l'actualité, on se rend bien compte que les choses peuvent circuler et elles reviendront le bon moment. Donc l'équilibre se trouve aussi en se concentrant sur la chose la plus importante du moment, mais sans regretter de ne pas avoir à gérer en même temps tout. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci à toi. Super échange, c'était un plaisir de vous avoir. Merci encore pour votre temps. Beaucoup. Et donc je laisse la parole à Mathilde, Nathalie, Cathy et Gilles pour une table ronde sur les femmes et l'IT. Alors Mathilde, tu es là. D'accord. Voilà. Je me Les photos. pour... Bien, merci Agnès pour ton énergie. Merci Paige et Céline pour vos témoignages. Bonjour à tous et tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous. En tant qu'homme d'abord, et puis pour animer cette table ronde avec trois femmes d'exception qui font partie de notre écosystème. Alors, j'accueille tout d'abord Nathalie Morin, directrice générale adjointe de Devoteam. Tu as une carrière importante dans des grands groupes et tu as rejoint Devoteam, je crois, en 2009. Tu as été promue directrice générale de Innovative Tech en 2020 et tout récemment, félicitations, directrice générale adjointe ou directeur général adjointe de Devoteam France. Très heureux de t'avoir parmi nous et tu nous témoigneras de ton expérience. Mathilde Bluteau, à ma droite. Mathilde, on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Longue carrière, je suis très heureux de te retrouver ici. Moi de même. Tu as travaillé dans des grands groupes américains, Cisco, ça me dit quelque chose. Exactement. PeopleSoft, Apple, Microsoft, ça me dit quelque chose Tout à aussi. fait. Tu as une carrière assez intéressante également, puisque tu as démarré dans la direction financière, puis après dans la direction commerciale, et puis récemment directeur général de Tech Data France. Et puis peut-être un dernier point un peu plus personnel, il faut savoir que Mathilde a été une ancienne sportive, capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace, je crois. Tout à fait. En termes de diversité, c'est pas mal. Exactement. Tu nous en parleras, c'est très intéressant. Et puis, je termine par Cathy Moses. Cathy, bienvenue. Welcome back dans le Grand Bleu. Cathy, qu'on ne présente plus, peut-être pour certaines d'entre vous ici. Cathy, effectivement, a une carrière importante également dans la tech, chez Dell, chez SAP. Et tu as dirigé Enterprise Commercial chez Microsoft. Et plus récemment, VP Europe du Sud chez ServiceNow. Bienvenue Cathy. Merci Gilles. Voilà, alors pour démarrer cette table ronde, je voudrais simplement vous poser à chacune d'entre vous la même question, que vous allez peut-être témoigner. Et la première question, c'est tout simplement de nous parler de votre parcours dans la tech. Quelles ont été les étapes, les conseils que vous pouvez donner à nos auditrices, à nos auditeurs, ici dans la salle et en ligne. Je ne sais pas, Mathilde, si tu veux commencer. Oui, alors effectivement, donc moi j'ai un parcours de 30 ans déjà, ça fait 30 ans que j'ai travaillé quasiment exclusivement dans la tech. Et j'ai un conseil à donner, en fait. Et mon conseil, c'est que, alors j'ai toujours voulu travailler, les chiffres, c'est quelque chose que j'adorais. Donc j'avais quand même cette vision, travailler dans les chiffres, travailler à l'international. J'aime bien la dimension internationale. Mais néanmoins, j'accepte uniquement maintenant de me dire que finalement, je me suis certainement mis des barrières mentales. Et ces barrières mentales m'ont amené à poursuivre une carrière
certes intéressante en tant que directrice financière, mais je pense que j'aurais pu basculer beaucoup plus rapidement et définitivement dans le business. Parce que j'étais toujours fondamentalement passionnée par le business, par la notion d'investissement, de développement. J'ai un caractère assez expansif et j'aimais bien la relation aux autres, mais je crois que je me suis mis des barrières mentales. Et c'est un coach qui a déclenché cette réflexion. Et donc le conseil, c'est d'échanger, d'accepter de se faire coacher, de coacher aussi si vous avez aujourd'hui cette volonté d'échanger avec d'autres femmes pour faire tomber ces barrières mentales. Et c'est un coach, et ça m'a pris du temps. Parce que j'ai déjà un premier manager, je me souviens chez PeopleSoft, lors d'un entretien, qui m'avait dit « Mais qu'est-ce que vous faites à la finance? Je vois bien que vous êtes faite pour le business. » Alors là, j'avais reculé, je l'avais regardé longtemps, mais on n'avait pas rééchangé là-dessus. Et c'est le coach qui m'a dit une première fois « Mais moi, je vous vois en tant que DG. » Donc je suis revenue la semaine d'après. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous m'avez dit là ?»« Non, mais je vous l'ai dit, je vous vois en tant que DG. » Je dis « Mais non, mais attendez, mais je n'ai pas coché toutes les cases. » Et c'est au bout de 4-5 séances que je me suis dit, mais en fait, il est en train de m'amener à faire tomber mes barrières mentales. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais. Acceptez, s'il vous plaît, mesdames, de faire tomber ces barrières et de vous lancer sur quelque chose qui est au fond de votre tête et que vous n'avez pas encore osé mettre au devant de la scène. Superbe conseil. Merci beaucoup Mathilde, c'est très important. Et effectivement, d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on a entendu tout à l'heure de la part de Céline, qui n'avait effectivement pas de barrière mentale sur des changements assez radicaux de parcours. Donc effectivement, Cathy, tu veux peut-être partager également ton parcours. Est-ce que tu as eu des barrières mentales à certains moments? Quels sont les conseils que tu peux nous donner? Ouais. Alors, moi, je suis un peu comme Paige. J'étais déjà assez déterminée jeune. Je m'étais fixé déjà des objectifs et j'avais décidé, je me revois encore, une vingtaine d'années, moi, je vais créer ma boîte. Bon, c'était le plan à l'époque. Je vais être patronne de ma boîte. Et j'avais même une idée derrière la tête. Mes parents sont originaires d'un petit coin dans le sud-ouest de la France. Je vais réindustrialiser la région. Bon. C'est toujours possible, hein, c'est toujours possible. Ça s'est pas complètement passé comme ça. Ta carrière ne fait que commencer. Oui, alors j'ai 29 ans de carrière, donc bon, ça ne fait pas que commencer, mais oui, il y a encore du potentiel, on va dire ça comme ça. Donc en fait, moi, je m'étais dit, voilà, c'est ça l'objectif, école de commerce, et un peu comme toi, Mathilde, moi je m'étais dit, je vais commencer par ce qui est compliqué et ce qu'il faut apprendre en école, la partie technique. Et donc la partie technique, pour moi, c'était les chiffres. Pour moi, c'était évident que quand vous commenciez par la finance, vous alliez assez rapidement dans des rôles de CEO ou de DG. Bon, moi, je m'en suis rendu compte plus tôt que toi. Je me suis rendu compte plus tôt que toi que je n'avais pas en caractère à être CFO, bien que j'ai eu une position de CFO chez Dell. Et en fait, j'étais dans une trentaine d'années, 32, 33 ans. Et la chance que j'ai eue autour de moi, c'est d'être supportée, encouragée par un mari en or. Parce que ça fait quand même une grande différence, qui était certainement le plus gros sponsor et qui m'a dit « just do it, fonce ». J'étais terrorisée, donc j'étais CFO et je suis passée manager premier niveau, M1. Voilà, je parle le langage de Microsoft. Et j'étais terrorisée, j'étais absolument terrorisée en me disant, mais est-ce que je ne fais pas une énorme erreur? Ma carrière va être foutue, et si je ne réussis pas, etc. Bah, en fait, oui, bah, j'ai réussi. Hein. Voilà, manager premier niveau, j'ai fait mes armes, manager deuxième niveau, troisième niveau. Et puis après, c'est parti. Voilà, c'est parti. Première position d'exec autour de 40 ans. Et après, ça n'a fait qu'accélérer. Donc, en fait, moi, il n'y a pas vraiment de conseils, si ce n'est encore une fois, de se fixer des objectifs. Et ce que j'ai appris avec l'âge et l'expérience, c'est qu'il faut bien se les fixer à la fois en rôle et en temps. C'est-à-dire qu'on se donne des horizons de temps pour obtenir ce qu'on souhaite et ce qui est important pour soi. Et il y a un coach qui m'a donné un conseil qui, je pense, me sert encore aujourd'hui, qui m'a dit « Planifie ta carrière par objectif et fais-toi ton rétro-engineering, ton rétro-plan. Par rapport à l'objectif que tu t'es fixé, à 5 ans, tu veux être X, tu vas être DG, tu vas être patronne d'une région, tu vas être patronne d'un rôle international, tu vas être VP Europe du Sud chez X ou Y, par exemple. Donne-toi des objectifs et regarde si tu es en avance, en retard, ou en tout cas si tu es bien sur ta trajectoire de carrière.
Et ce conseil qu'on m'a donné il y a à peu près 10 ans de ça, je m'en sers encore aujourd'hui pour piloter mon évolution. Voilà. Et donc, plus on vieillit, je trouve, plus le rythme s'accélère, plus on se connaît, plus on prend des risques et plus on sait également ne pas perdre de temps. Donc moi, le conseil, c'est ne perdez pas de temps, donnez-vous des objectifs et n'ayez juste pas peur. Et pour toutes les femmes dans la tech aujourd'hui, il y a quelque chose que vous devez absolument, absolument avoir en tête. Vous avez le choix. C'est vous qui pilotez. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Et donc, c'est quand même assez unique en termes d'opportunités pour toutes les femmes aujourd'hui dans la tech pour aller piloter votre carrière, vos étapes de carrière et faites-vous mentorer. Merci beaucoup, Cathy. Très, très bon conseil. Merci. Donc, des objectifs, des coachs, des conseils. Nathalie, tu peux compléter éventuellement ou confirmer? Oui. Bah, je vais compléter en effet. Déjà, on m'a demandé, mais pourquoi tu vas encore à une table ronde? Des tables rondes, tu en fais tous les ans. Il y a plein d'événements. Le 8 mars, c'est important pour toi d'échanger. Eh bien oui, dans la tech, je pense que c'est encore important d'en parler, important d'échanger. Je pense qu'il y a beaucoup de conseils là qui sont donnés ce soir et qui sont importants pour toutes les femmes. Ne pas se fixer de limites, comme on l'a dit. Moi, mon premier coach a été un de mes frères. Hein. J'ai été élevée dans un milieu un peu masculin parce que j'avais 2 frères, hein, footballeurs, etc. Donc à la maison, c'était quand même très testostérone. Mais c'est quand même un de mes frères qui m'a le plus encouragée quand j'étais en terminale et que je ne savais pas quoi faire. Voilà, il y avait le commerce, il y avait la médecine, il y avait d'autres choses. Et ils m'ont dit, non, toi, tu as envie d'inventer, tu as envie d'innover, tu as envie de construire des choses, va dans l'informatique, il y aura toujours des choses à faire et à transformer. Je le remercie aujourd'hui, hein, parce que je pense que j'aurais peut-être pas fait ce choix toute seule. Et j'ai démarré une carrière sur des projets transformants pour des entreprises. Hein. Je travaillais d'abord pour l'Argus de la presse, plus pour Médiamétrie, qui était encore avec leurs papiers, leurs journaux, et on a travaillé sur de multiples projets pour tout digitaliser. Donc, je suis partie dans une carrière plus de développement, de direction de projet, de gestion de projet, avec des équipes formidables qui m'ont soutenue, qui m'ont poussée. Donc, c'est vrai que j'avais l'habitude d'être toujours poussée et je suivais. Évidemment, j'avais de l'ambition et de pouvoir faire plein de choses dans ma vie sans avoir un plan précis, mais de me dire il faut que ça me passionne et il faut que je réussisse. Ça s'est bien passé les premières années. Et puis après, j'ai voulu faire plus que ce qui était naturel. Donc, tant que je suis restée dans de la tech, tant que je suis restée sur de la direction de projet, de la gestion de projet, tout le monde trouvait ça naturel. Quand j'ai voulu passer au business, là, on m'a dit, mais non, c'est pas ta carrière, c'est pas tes assets, tu vas pas y arriver. Donc là, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Et donc, j'ai fait ma première checklist. Ça a été un gain, mais aussi une erreur, parce que cette checklist, je l'ai faite et j'ai réussi. Sauf que après, j'ai perdu un peu cette confiance de me mettre à la table, comme le disait Paige, et de me dire à chaque fois, oui, quel job je veux, mais d'avoir cette checklist de job et de la cocher. Et ce qui m'a aidé, et là, je pense qu'on a tous la même expérience, c'est de me faire mentorer trop tard. Et quand une dirigeante chez Devoteam m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas déjà DG d'une entité? Pourquoi tu attends? Et moi, je dirais avec ma petite liste à cocher. Et donc, elle m'a dit, non, t'arrêtes, ose, prends confiance, aie confiance en toi. Ne doute jamais de toi, ose, prends des risques, mets-toi en position de prendre et accepte les challenges sans te poser la question si tu es capable ou pas. Ça, c'était le premier déclencheur. Deuxième déclencheur, j'avais suivi un peu les conseils et de m'imposer un peu en tant que DG, mais je l'ai fait avant d'avoir le titre. Et quand j'ai réclamé le titre, on m'a dit, mais tu fais très bien le job. Le job, tu le fais. Pourquoi on changerait des choses? C'est réalisé, tu t'éclates, les équipes sont derrière toi. Pourquoi on te donnerait le job? Et là, maintenant, j'ai compris. Et grâce au poste qu'on m'a confié, j'ai aussi été coachée, que maintenant, les objectifs, je sais où je veux aller, mais je le demande avant, ou je m'impose avant. Je ne me justifie plus. Ça, c'est pareil, c'est un truc féminin. À chaque fois qu'on me posait des questions, je me justifiais. Donc là, arrêtez de se justifier, ne pas douter, aller chercher ses postes et occuper les différents postes qu'on peut nous proposer. Je sens que Mathilde et Cathy veulent réagir. En fait, il y a un point commun. C'est que avoir de l'ambition quand on est une femme n'est pas un gros mot. C'est-à-dire, et on voit là, en fait, qu'il y a un point commun entre nous, c'est faire tomber les barrières sociales et faire tomber les barrières mentales. C'est d'accepter de dire, bah ouais, je suis ambitieuse, bah ouais, j'ai envie de réussir. Et and so what, bien évidemment. Et au contraire, en fait. Alors je vais partager un deuxième conseil que m'a donné mon coach, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure.
qui était mon coach à l'époque, qui m'a amené jusqu'à la position exec, qui m'a dit, on dit souvent aux femmes de travailler sur leur gap. Nous, on est tout le temps en train de dire, oh là là, il me manque ça, et 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 ça. Donc, on va travailler sur tous les gaps et on passe une énergie de dingue à travailler sur les gaps. Et cette personne m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il faut que tu travailles sur tes forces. Travaille à fond sur tes forces. Donc, tes forces, c'est ton caractère, ton énergie, ton drive, ton inspiring leadership. Travaille à fond sur tes forces. Que tes forces soient ta signature et pas tous les gaps que tu passes des mois, des semaines, des années à essayer de compenser parce que quelqu'un en haut à gauche t'a dit alors ce petit truc-là, là, ça serait bien que tu le travailles. Bon, ben oui, ok, mais ma signature à moi, elle est plus importante. Et ça, honnêtement, je donne ce conseil à toutes les autres femmes, notamment les jeunes, parce que vous allez passer votre temps à faire des plans de développement où seront farcis de gaps, où on va vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas avoir tel job et tel job et tel job. Vous pouvez avoir tous les jobs que vous voulez. Pensez à votre signature et bossez sur vos forces. Très bon conseil, Cathy. Merci beaucoup. C'est passionnant. D'autres conseils, non, avant qu'on passe à une autre question? On te spoil ton truc. Hein. Ah non, mais c'est passionnant, au contraire, je suis ravi. Non, le seul conseil, c'est que voilà, dans l'IT, il y a différents métiers et que tous les métiers sont accessibles. Moi, voilà, de temps en temps, on m'a dit t'es une touche à tout. Oui, mais quand on ne connaît pas l'entreprise de bout en bout, on a du mal à définir la stratégie, à changer les choses. Et moi, mon ADN, hein, c'est de dire comment on peut changer les choses pour les transformer, évidemment, pour donner le meilleur. Et si on ne maîtrise pas et la finance, et le delivery, et le business, etc., ben, on a du mal à être force de conseil. Mais pour autant, il ne faut pas devenir une travaillomane trop importante, sinon on passe aussi pour... Donc les objectifs, pas de barrière mentale, effectivement avoir un parcours, travailler sur ses forces. Très bon conseil. Alors vous avez toutes les trois des très belles responsabilités dans vos entreprises. Ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez nous partager également quelles actions vous prenez pour promouvoir cette diversité, cette mixité, pour encourager les femmes dans leur réussite, dans leur développement. Je ne sais pas, Mathilde, si tu veux. Alors déjà, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être le gros avantage d'être une femme qui décide, c'est qu'on a zéro barrière mentale à recruter des femmes. Enfin, en tous les cas, moi, c'est le cas. Il y en a une dans la salle qui est très performante, Hélène, que je salue. Donc j'ai la chance déjà d'être dans une entreprise où le comité de direction est à parité. Mon comité de direction à moi est à parité également. Ça, c'est une belle démonstration. Intentionnelle. Tout à fait. Donc les sujets sur lesquels on travaille, c'est déjà de mettre en place des quotas et des objectifs. Peut-être qu'on y reviendra, mais c'est un sujet auquel je crois parce que dans un mouvement qui n'est pas naturel, forcer le naturel pour qu'il le devienne, j'y crois énormément. Et ensuite, on travaille sur deux aspects dans cette dynamique-là. Le développement des femmes avec un système de mentoring. On n'a pas réinventé la roue. Hein. Et puis, bien évidemment, des objectifs dans la procédure de recrutement pour veiller à ce qu'on aille chercher des CV de femmes. Pour que c'est la première des étapes hein, dans un processus de recrutement. Donc ça, c'est vraiment les deux grands axes. Juste pour donner quelques chiffres. Alors, c'est peut-être la théorie des petits pas, mais on a une belle parité chez Tech Data d'une manière générale. Là où on est vraiment un cran en deçà, c'est le nombre de directrices que l'on a dans l'ensemble de la workforce. On est à 27% à l'échelle mondiale et on va chercher l'année prochaine 30%. Donc, on va se dire, c'est peut-être pas ultra ambitieux, mais c'est vraiment année après année veiller à ce qu'on puisse progresser pour aller chercher la parité. Alors, Cathy? Beaucoup de ce que tu as dit, Mathilde, et comment on le retrouve dans d'autres entreprises. Alors chez ServiceNow, évidemment, la diversité, l'inclusion font valeur des parties essentielles. Hein. Et ces vecteurs de performance, hein, c'est pas juste pour se faire plaisir. Alors, tout comme Mathilde, moi en tant que femme leader, je suis assez déterminée sur le fait qu'on va recruter des femmes et il y aura des femmes dans l'équipe. Donc quand je suis arrivée, effectivement, il n'y a quand même pas beaucoup de mixité. En un an, on est passé de moins de 19% à plus de 34%. Alors après, le challenge que moi j'ai dans ma région, c'est que j'ai pas que la France. J'ai la France, j'ai l'Espagne, j'ai l'Italie, j'ai l'Israël, Portugal, et après j'ai tout le Moyen-Orient et l'Afrique. Et là, vous avez quand même des challenges qui sont un peu différents quand vous êtes dans les pays les Émirats Arabes Unis, quand vous êtes au Qatar, quand vous êtes au Bahreïn, quand vous êtes en Arabie Saoudite. Eh bien, avec de la détermination,
Et moi, je suis très favorable au quota, donc on en reparlera certainement plus tard, avec de la détermination et vraiment des instructions claires sur le leadership. Même dans ces pays-là, on arrive à créer de la diversité, à recruter des femmes. Et même des femmes dans la technique. Donc en Arabie Saoudite, je suis en train de recruter une équipe de pre-sales où pour l'instant, je suis à parité. Là où en France, je ne suis pas à parité. Donc c'est vraiment de la détermination, être vraiment extrêmement intentionnel, faire venir des jeunes, voilà, et aller attirer les jeunes femmes pour qu'elles aient envie d'aller dans la tech. Donc ça, c'est vraiment la partie intentionnelle, comment moi je pilote et comment aussi je fais passer le message de la diversité, c'est la performance à mes leaders, qui n'étaient peut-être pas habitués à tout à fait ce style-là de leadership, on va dire. Et après, la société a mis en place quelque chose que moi je trouve pas mal et que j'ai pas vu ailleurs. Ça s'appelle P10, Power of 10. Et en fait, c'est des groupes de 10 femmes qui networkent ensemble au niveau mondial. Donc vous êtes un peu tiré au sort. Hein, c'est pas forcément des choses qui sont préallouées. Et c'est non seulement c'est super pour networker avec d'autres femmes. Donc moi, je suis amenée à avoir un groupe de 9 avec lesquels on échange. Et c'est vraiment super parce que c'est le moment où on tombe les masques et où on est entre nous et on se dit, voilà, on se dit, hein, voilà. On se dit que parfois c'est compliqué, que parfois c'est face nord, que parfois on est un peu isolé dans des meetings où il n'y a que des hommes. Parce que ça arrive encore. Moi, là, j'ai retrouvé ça alors que je l'avais perdu chez Microsoft. Microsoft, il y a vraiment une très belle diversité. Mais je l'ai un peu reperdu en arrivant chez ServiceNow. Il y a beaucoup de boulot encore à faire. Mais ça permet de créer des SaaS où on peut se livrer, se rassurer, se coacher mutuellement. Et ça, c'est top, hein, parce que quel que soit son niveau, il y a des moments où on a besoin de poser le masque et de se laisser coacher et de se laisser donner du feedback ou de se laisser booster par les autres. Et pour moi, ça, je trouve que c'est des initiatives plutôt sympas et assez puissantes. Merci beaucoup, Cathy. On retient l'idée de P10. Et tu reprendras peut-être l'idée de Jamais sans elle pour ServiceNow. Donc moi, je ne suis pas aussi ambitieuse parce que bon, la mixité chez Devoteam reste encore un sujet, alors pas tabou. Hein, nos dirigeants considèrent que c'est important, mais pas suffisamment important pour y mettre des quotas et pour vérifier la parité. Donc on est sur le mérite et sur la compétence, plus que de se dire on est contre les quotas. Donc là, aujourd'hui, je ne le prends pas de face, parce que sinon c'est un peu compliqué, mais quand même mener un certain nombre d'actions pour que cette mixité et la valeur de cette mixité, hein, le levier de performance que ça apporte, le levier de performance que ça va apporter aussi à nos clients, hein, sur l'adoption de nouvelles solutions, sur les transformations, parce que les femmes la mixité va permettre d'accélérer cette transformation et d'être un vrai levier de performance. Donc aujourd'hui, sous l'impulsion de collaboratrices et d'autres dirigeantes, on a créé Devoteam au féminin. On a osé faire notre réseau de femmes au niveau Devoteam et avec des actions concrètes grâce à des associations, hein, avec Femmes du numérique, avec Elle Bouge, aller directement dans les écoles. Ensuite, 2 piliers importants, hein, le mentoring. Je pense qu'on l'a répété plusieurs fois. Je pense qu'il faut qu'on le propose dès le plus jeune âge, j'allais dire, aux femmes quand elles rentrent dans la vie active, parce que franchement, perdre du temps, c'est dommage. Et on peut avoir des conseils, des feedbacks, comme on l'a eu ce soir, et se le répéter plusieurs fois dans l'année, ça change son état d'esprit. Donc le mentoring, les rôles modèles, on en a mis en France et ils sont repris à l'international. Donc je suis assez fière aujourd'hui de voir que ça marche et que ça inspire. Donc des rôles modèles, par contre, de différentes seniorités, pas que le top. Parce que le top, on disait, oui, mais comme il n'y en a pas beaucoup chez Devoteam, ma chance d'y arriver va être faible. Donc là, on l'a pris à différentes seniorités et on a vu le nombre de femmes commencer à évoluer selon les jobs et selon la seniorité. Et enfin, dernière chose, les événements, ne pas hésiter à faire des événements, de faire venir des clients, de faire venir des partenaires et d'échanger, comme on le fait ce soir, échanger sur des carrières. C'est pas pour avoir des exemples, hein, c'est pour avoir des inspirations et de se dire qu'il n'y a pas de barrière et qu'il faut y aller et y arriver. Magnifique. Et aujourd'hui, au niveau du Codir France, on est passé de 1 à 4. Bravo. Et puis effectivement, échanger comme on le fait ce soir, puisqu'on échangeait avec Agnès aussi, et que
Agnès a aussi pas mal œuvré auprès de Tech Data tout récemment pour pousser l'initiative de rôle modèle. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va voir le jour chez Tech Data. C'est aussi en partageant entre nous toutes et nous tous qu'on échange des bonnes pratiques et qu'on pousse ensemble collectivement vers plus de diversité. Mais je crois que vous êtes là également aussi pour échanger après, donc c'est tout à fait pertinent. Et je crois qu'il faut continuer à échanger de façon régulière sous toutes les formes, effectivement, que ce soit. Nathalie, tu parlais d'actions. J'ai envie de vous poser également sur des actions, quelles actions concrètes peuvent être importantes à prendre pour aider des femmes, des jeunes femmes, dans des moments précis de leur carrière. Ça peut être un congé maternité, ça peut être différents événements de la vie. Est-ce que vous avez éventuellement des actions auxquelles vous pensez que vous avez prises ou que vous souhaitez prendre, ou que vous conseillez? Je vais commencer par les jeunes. Et puis après, on va faire au fur et à mesure de la vie et de ce qui peut arriver, parce qu'il y a des événements qui nous arrivent dans la vie qui nous font aussi changer. Donc là, moi, sur les jeunes, je pense qu'il faut les aider. Déjà, les jeunes femmes qui ont pris cette décision déjà d'aller dans la tech, il faut qu'on aille les voir dans les écoles. Et c'est important de leur parler et de leur montrer la diversité des jobs qu'il y a dans la tech. Qu'elles ne se mettent aucune barrière et plutôt leur ouvrir l'esprit sur ce qui existe. Une fois qu'elles sont entrées, c'est travailler leur onboarding. Donc le onboarding, c'est leur proposer ce mentorat. C'est les suivre, les points de suivi un peu plus réguliers. C'est s'assurer qu'elles se fixent des objectifs, qu'elles ne restent pas dans leur zone en disant je vais voir ce qui va se passer, mais du coup qu'elles se projettent. Qu'elles se projettent aussi bien au niveau de la fonction qu'au niveau du salaire. Moi, le nombre de jeunes que je vois et qui arrivent en demandant d'une même école un garçon qui va être ambitieux, qui va demander un certain niveau de salaire, on reçoit une jeune femme de la même école qui, elle va demander un peu moins. Elle dit c'est pour démarrer, puis après on verra. C'est jamais arrivé ça, non? Voilà. Donc nous, voilà, dans les règles que j'ai mis, c'est que non, si une jeune femme demande trop peu par rapport à ce qu'on donne dans les quotas, vous lui donnez. Et on a un point d'attention très clair aussi pendant les comités carrière et comités salaires pour s'assurer que la progression salariale suit les ambitions et les postes. Donc, et la culture du feedback. Donc le feedback peut être positif, négatif, l'accepter. Et je pense que c'est important, mesdames, que on accepte ce feedback. Je pense qu'il est très... feedback is a gift. Voilà. Il peut être perturbant par moment, mais je pense que c'est celui qui nous fait le plus progresser. Alors, je pense qu'il y avait un sujet, Gilles, qu'on avait discuté autour de la gestion des maternités. C'est intéressant ce point-là. Alors, c'est pas valable pour tout le monde, hein. Déjà, je pars du principe, je vous le dis, vous pouvez très bien être une femme et décider de ne pas avoir d'enfant, et c'est parfaitement très bien aussi, hein. Donc, voilà. La semaine dernière, j'étais sur un call global avec un certain nombre de femmes de la société, et une jeune femme dans le chat me dit: moi, je ne sais pas comment gérer ma maternité, j'ai peur. J'ai peur pour ma carrière, j'ai peur pour mon avenir, j'ai peur. Donc, comment on gère ça? Alors, honnêtement, j'ai eu un moment de sidération. J'ai dit, on en est encore là. Ben oui, on en est encore là. On est dans la tech, on est dans une boîte qui est quand même très inclusive, qui prône les valeurs de diversité, qui donne de la flexibilité, et on en est encore là. Donc, il y a du boulot. Donc, moi, je peux juste parler de mes expériences à moi et de la façon dont j'ai géré personnellement et de ce que je fais pour mes collaboratrices. Alors, pour ceux ou celles qui le savent, j'ai 4 enfants, donc j'y ai été confrontée 4 fois. Et je dois avouer que plus le temps passait, mieux je le gérais. Mais ça a été tout le temps hostile. Tout le temps hostile. Hostile sur le « t'es pas là, qu'est-ce qu'on va faire pendant que t'es pas là ?» La charge retombe sur les autres. Pourtant, la première grossesse, c'était HP. Boîte américaine, on peut se dire, bon, voilà, non, en fait, non. Deuxième grossesse, c'était HP aussi. Non, toujours pareil. Troisième grossesse et 4e grossesse, c'était Dell. Et là, c'était même très, très, très hostile. Parce que sur la dernière grossesse, on m'a carrément dit, mais t'es sûr de vouloir le garder parce que t'es quand même âgé, hein. Donc, voilà. Et puis 6 mois, là, on est en pleine réorg. C'est embêtant quand même, hein. Délicat. Mais bon, alors, la dernière, elle a 12 ans. Donc, vous voyez, ça remonte pas au calendrier grec non plus, hein. Ça remonte à 13 ans. 13 ans, voilà. Donc ça, moi, ça a développé chez moi un muscle qui est très fort, c'est-à-dire que je suis ultra protective et ultra vigilante quand je vois des femmes ou des hommes, des jeunes hommes, qui sont dans des situations de maternité ou de paternité
sur le fait que, il faut être extrêmement proactif, extrêmement vigilant sur l'accompagnement avant et après. Donc, on planifie, on parle de ce qui va se passer après, on anticipe. Et surtout ce qui est méritocratie, donc les promotions, les augmentations de salaire, etc. Donc, avec un œil de leadership, on gomme l'absence et on regarde la performance avant ou après, mais on ne tient pas compte du fait qu'il y a une absence parce que c'est des éléments de la vie et c'est ça la diversité. En ce qui me concerne, moi, outre l'environnement hostile, j'ai quand même toujours été très pushy sur le job d'après. Alors quand je vais revenir, je poussais beaucoup pour savoir ce que j'allais faire, même si honnêtement, ça a été quand même plutôt rock'n'roll. Le seul message que je puisse vous dire, c'est si vous êtes dans une entreprise qui ne vous accompagne pas, qui ne vous donne pas la flexibilité, qui vous met dans un mindset où vous avez peur, ce n'est pas la bonne boîte. Hein. C'est sûr que ce n'est pas la bonne boîte. Voilà. Surtout aujourd'hui, encore une fois, vous avez le choix, mesdames. Alors peut-être un des sujets, un conseil, mais un des sujets sur lesquels j'essaye d'œuvrer, c'est lié au fait que je crois qu'il ne faut quand même pas se mentir, avoir une carrière très engagée, ambitieuse, ça prend du temps. Hein, on n'est pas là, on ne fait pas du 9h, 17h. Faut être clair. Donc, ce qui veut dire que l'engagement, alors, il se fait en dehors de l'entreprise. Le partage des tâches, c'est un vrai sujet. Un vrai, encore de nos jours. Alors, nous, il faut qu'on accepte de lâcher prise, le let it go, comme on disait. Mais il faut aussi pousser à ce que le partage des tâches se fasse. Donc ça, on peut œuvrer dans le cercle privé, bien évidemment. Mais en entreprise, on a un rôle à jouer par rapport à ça. Et c'est celui, en tant que manager, de féliciter, de pousser les hommes aussi à consacrer plus de temps à leur vie privée, à la vie de famille, parce que ça permet, bien évidemment, aux femmes aussi de consacrer un peu plus de temps à l'entreprise. Et puis après, en fin de compte, je trouve que on crée un environnement beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain d'une manière générale, où tout le monde, en fait, y gagne. Les hommes y gagnent aussi beaucoup à aussi percevoir et accepter les joies de consacrer du temps à leur famille. Notre PDM Microsoft va prendre un congé paternité et je le saluais cet après-midi. Je me disais, aïe, mince, il ne va pas être là pendant un certain temps. Mais en réalité, c'est une super chose. On a un contrôleur récemment qui nous a annoncé chez Tech Data qu'il prenait un congé paternité. Mais je dis, mais les gars, mais bravo, mais super, vraiment bravo. Non, super, c'est effectivement très très pertinent, Mathilde, et je crois que tu as raison d'insister sur cet équilibre dans le couple, à la fois dans la vie perso et dans la vie professionnelle. C'est un très très bon point. Je voudrais peut-être terminer sur ce petit session de questions sur la petite anecdote personnelle de ta vie sportive. Tu as fait une allusion en disant que c'était un challenge de diversité. Tu peux nous en dire plus de ce que tu as vécu, ce que tu as appris, comment ça t'a construite peut-être? Alors, ce que j'ai vécu, c'est que en fait, je voulais faire du hockey sur glace. Alors, bon, il faut savoir que je viens des Sables d'Olonne. Pour ceux qui savent où c'est les Sables d'Olonne, c'est au bord de la mer. On se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le lien avec le hockey sur glace? Donc déjà, bon, c'était avant le réchauffement climatique, non? Donc, voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, et quand j'ai voulu jouer au hockey sur glace, comment dirais-je? C'était du hockey ou rien d'autre. Et donc, je me suis renseignée et à ce moment-là, on m'a dit, ben, c'est simple, c'est interdit pour les filles. Ah ouais. Bon, alors. J'ai plus de 50 ans, à l'époque j'avais 14 ans, donc ça date pas d'aujourd'hui, mais quand même. Et donc on s'est battu pour avoir le droit de jouer au hockey sur glace. On a obtenu ce droit en 1988. Et quand on se bat et qu'on gagne quand même à la fin, ça donne une force en fait. Et à l'époque j'hallucinais parce que je ne comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait nous interdire en fait de jouer. Mais c'est vrai que ça donne une force et aujourd'hui il faut savoir que c'était pas le seul sport qui était interdit. À l'époque aussi par exemple le saut à la perche était interdit pour les femmes. Je crois que je suis sûre qu'on peut énumérer plein d'autres sports qui étaient interdits, mais ça en dit long aussi sur le fait que ce sont des petites des choses qu'on a gagnées petit à petit, qui sont pas si anciennes que ça. Il faut être quand même, je trouve, vigilante. Hein. On a des dynamiques à l'échelle de la planète qui œuvrent pas exactement dans ce sens-là. Donc voilà, on est contente, on est fiers. Et il faut être, je pense qu'il faut être vigilant. Mais bravo en tout cas Mathilde. Alors une table ronde chez Microsoft ne peut pas se faire sans un petit questionnaire Fast and Curious.
On va peut-être un peu rigoler. Et on va commencer par quelques petites questions. Alors, vous répondez dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs. Les quotas, pour ou contre? Pour. Au moins, il y a une unanimité là. L'écriture inclusive, pour ou contre? Contre. Oh ben, vous êtes parfaite. Être féministe, positif ou péjoratif? Ni l'un ni l'autre en fait, ça dépend vraiment comment on le pousse et comment on le manifeste. Je suis contre les batailles, je suis contre l'exclusion en fait. Donc c'est pas les femmes contre les hommes, c'est les femmes avec les hommes avec les femmes, et ensemble on crée une société inclusive, équilibrée. Bravo. Pour l'inclusion et la diversité. Également. Pour l'inclusion et la diversité, mais pas le féminisme. Alors avant-dernière question, une femme ambitieuse, positif ou péjoratif? Ah ben, ultra positif. Enfin non, mais c'est pas. Enfin, chacun vit sa vie comme il veut. Il y a des femmes qui n'ont pas envie d'avoir une carrière, mais c'est celles qui en ont envie. Mais voilà, c'est ça, c'est les barrières mentales. Il faut les lever et puis il faut y aller, quoi. C'est plutôt positif, mais il y a encore du boulot parce que dans le monde de l'entreprise, ça peut être vu comme agressif, des traits de caractère dominant. Et donc ça, il y a quand même du boulot. C'est pas péjoratif. Moi, j'entends plutôt entendu dire agressif, mais c'est positif. C'est positif, il faut rester ambitieuse. Bravo, bravo. Et alors pour finir, dernière question, on va rester dans le sport. L'image du leader féminin, c'est plutôt Serena Williams ou Hélène MacArthur? Alors perso, je suis une grande fan d'Hélène MacArthur. En fait, pourquoi? J'adore ces deux femmes, mais pourquoi Hélène MacArthur? Parce que quand vous la voyez, alors vous avez tous les préjugés qui vous passent par la tête. C'est une petite femme, mais dès qu'elle prend déjà un micro et qu'elle monte sur scène, vous êtes totalement sous le charme. Et quand vous imaginez cette femme sur un bateau en solitaire, hein, pour ceux qui la connaissent pas, elle a fait notamment le Vendée Globe. Alors, des Sables d'Olonne, ça tombe bien, je connais un petit peu parce que ça part des Sables d'Olonne, ça arrive aux Sables d'Olonne. Mais avant ça, c'est une femme qui avait une vision, enfin pas une vision, une passion. Elle l'a vécu pleinement et elle est capable de démultiplier ses forces. Et en réalité, elle nous montre à quel point tout est possible. Le champ des possibles est là. Alors, moi, j'adore. Mais pour moi, Serena, c'est powerful. C'est le pouvoir. Elle incarne pour moi Powerful Lady, une femme noire qui a réussi, qui est powerful. Pour moi, elle incarne ça. Hélène MacArthur, parce que je pense qu'elle a réussi, mais elle ne réussit pas seule. Donc, elle arrive aussi à embarquer une équipe. Et donc, elle a le leadership qui va bien, tout en restant très humble. Donc, je pense que voilà, je choisirais Hélène. Magnifique, magnifique. Bah, écoutez, je vous remercie toutes les trois pour votre présence. Merci Gilles. Votre participation, Merci, vos conseils. Et j'accueille maintenant Sarah Ravella qui va nous présenter son livre CAC Woman. Alors Sarah Ravella tire les enseignements de son brillant parcours chez Lafarge et L'Oréal et va vous partager. C'est très dur, hein, là, toute seule. Non, tu restes. Un homme avec moi, je vais m'installer. Alors, c'est très dur d'intervenir. Bonsoir, maintenant c'est déjà ça. Bonsoir à toutes et à tous. Très dur d'intervenir après des beaux panels. Très dur d'intervenir face à des femmes de la tech. Je te rassure, il n'y a pas de Fast and Curious avec toi. Non, mais regarde, moi je suis le dernier des dinosaures. Je viens avec mon papier chez Microsoft. Alors, je vais vous parler très rapidement, parce que tout a été dit et brillamment, de ce livre. Donc le pitch, en 2015, en fait, j'ai eu 45 ans et j'ai fait ce que les Américains appellent my midlife crisis. Et au lieu de quitter mon mari, j'ai décidé de quitter mon patron. C'était mieux, voilà, c'était une histoire plus courte, voilà. Et j'ai quitté mon patron et j'ai quitté tout ce qui allait avec. Alors, il faut savoir, j'étais au comité exécutif du groupe L'Oréal. Donc, amour, gloire et beauté. Donc, partir, ça voulait dire plus de chauffeurs, plus de bureaux, 10e étage, moquette 4 cm, plus de 4 fenêtres, 3 plantes, plus de carte de visite à 4 lignes, non plus de Club 2000 Air France pour aller en Arabie Saoudite. Donc, donc pour certains, c'était, mais pourquoi tu fais ça? C'était tout un modèle de réussite qui s'écroulait. Alors que pour moi, la réussite, ça avait toujours été autre chose. Réussir, c'était me sentir utile. J'ai ce petit critère
de réussite, qui est l'utilité perçue par les autres. Est-ce que je sers à quelque chose? Donc, c'est à ce moment-là que j'ai écrit Kak Woman, me disant, au fond, c'est le début d'une nouvelle phase de ma vie où je vais faire enfin ce que j'ai envie de faire pour me sentir utile. Donc, je vais je vais accompagner des hommes, des femmes, surtout des femmes, pour qu'elles puissent devenir ce qu'elles ont envie d'être et pas coller un modèle préjugé d'une femme en carrière. Donc, ce titre un peu provocatif de Kak Woman avec un point d'interrogation et la question de est-ce qu'on peut réussir sans devenir la caricature, le portrait caricaturé de ce qu'est un leader. On l'a vu, c'était super de voir tous ces témoignages parce que nous n'avons pas vu un modèle, un exemple de femme leader, nous avons vu des femmes leaders très différentes. Alors, il y a des traits communs, mais il y a des vraies personnalités, il y a des incarnations qui ne sont pas de même nature. Donc, pas un modèle, et c'est un peu ça que je traite dans ce livre, c'est cette idée de inciter chacune à devenir le leader qu'elle a envie d'être, en fait. Et s'affranchir de cette idée un peu clivante, de ce modèle mental, comme disait Mathilde, que un leader, il est comme ci, il est comme ça, et donc éviter de se trouver face à des femmes qui disent « mais c'est pas pour moi, parce que moi, je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas devenir comme elle, je veux pas être comme elle. » Comme si, voilà, être un leader était une façon univoque d'être. Alors, juste 2 mots sur moi, parce que vous allez comprendre rapidement pourquoi je suis arrivée là. Alors, je suis italienne, comme mon nom et mon accent l'indiquent. J'ai grandi en Italie, j'ai grandi aussi aux États-Unis, pas à New York, pas à Seattle, à Phoenix, Arizona. Est-ce que quelqu'un connaît ? Voilà, un environnement un peu hostile, 40 degrés quand il fait frais. C'est l'endroit hyper ennuyeux, il n'y a rien à faire. Quand vous êtes enfant, vous ennuyez, vous prenez un pistolet, vous sortez, vous shootez des serpents. Alors certains m'ont dit, tu sais Sarah, ça vient de là, c'est pour ça que tu as pu faire carrière. Peut-être, je ne crois pas. Alors j'ai 52 ans, j'ai un mari, 2 enfants que j'ai eu tard. Pas par choix, c'était un petit combat donc je suis une vieille mère de jeunes enfants. J'ai passé 20 ans, je continue à raconter la même histoire, mais c'est il y a 5 ans, j'ai passé 25 ans de votre côté de la barrière, donc dans des entreprises plutôt internationales, et j'ai travaillé dans 6 secteurs assez différents. J'ai commencé aux Nations Unies parce que je voulais changer le monde, en Asie du Sud-Est, alors c'était assez cocasse à l'époque, et puis j'ai continué du mauvais côté de la force, donc dans l'industrie. J'ai travaillé d'abord dans le semi-conducteur, puis dans les utilities, puis dans la chimie, puis dans le ciment. Vous voyez, des environnements très, très féminins, très accueillants aussi. Et puis, j'ai fini dans la cosmétique, comme je vous disais, chez L'Oréal. J'ai fait 3 métiers. Je suis économiste, en fait, à l'origine. J'ai fait mes études en Angleterre. Et donc, j'ai commencé, évidemment, dans les métiers nobles, stratégie, finance. Puis, j'ai passé le gros de ma carrière en ressources humaines et j'ai terminé dans les métiers dits de la réputation, donc communication, développement durable, mécénat, fondation, tout ça. J'étais 2 fois en fait dans des comités exécutifs de grands groupes. J'ai passé 3 ans au comité exécutif de Lafarge, première femme au bout de 175 ans. C'est là que j'ai finalement rejoint le groupe ici sur les quotas. J'étais très contre au départ. Je me disais, il y a déjà les pandas, WWF, on ne va pas mettre les femmes. Mais j'ai vu que c'était quand même une nécessité si on voulait faire changer quelque chose. Et ensuite, 5 ans chez L'Oréal, où là, c'était mieux. On était 3 quand je suis arrivée et 5 ans plus tard, quand je suis partie, on était 6 sur 14. Donc, c'était tout à fait honorable. Mais détrompez-vous, même dans la cosmétique, aucune des grandes marques était dirigée par une femme. Aucun, 0 pays au monde était dirigé il y a 7 ans par une femme chez L'Oréal. Donc voilà, c'est juste pour remettre les choses à leur place. Il n'y a pas que la tech où c'est dur, c'est un combat qui continue. Alors moi, j'ai baigné dans la diversité pour ma vie personnelle, évidemment, mais aussi parce que j'étais un tout petit peu, à chaque fois, pas conforme. Alors j'étais une femme dans des milieux d'hommes, j'étais un non-ingénieur dans des business d'ingénieurs, il n'y avait que des ingénieurs. J'étais jeune, je suis rentrée au COMEX, j'avais 37 ans, donc j'ai pris des postes à responsabilité jeune au milieu d'hommes, disons, expérimentés. Et j'étais en plus étrangère, toujours, j'ai toujours été étrangère, surtout dans des entreprises françaises. Donc c'était un petit peu quelque chose que je traînais. Ça m'a jamais posé problème. Et en fait, j'ai réalisé très tard que j'étais une femme.
j'ai réalisé très tard que ça pouvait être un sujet, en fait, en prenant des postes à responsabilité. Et quand on me l'a fait remarquer, en fait, ça s'est pas fait tout seul, et on me l'a fait remarquer d'une façon jamais trop élégante. Hein. C'était toujours, elle est là parce que c'est une femme, pour des histoires sordides, évidemment, parce qu'en plus, j'étais grande et blonde et jolie à l'époque, donc c'était évidemment pour d'autres raisons que pour ma compétence. Ce qui m'a mis dans une colère noire, et quand je suis colérique, faut que je fasse quelque chose. Donc, à ressources humaines, j'ai mis en place tous les process dont vous avez parlé, en fait, à chaque fois, recrutement des femmes, individuation, talent review, suivi de développement des femmes, les forces et pas les faiblesses, à l'américaine, voilà, tout ça. Et les choses bougent, mais bon, ça bougeait très très lentement. Et quand je suis passée chez L'Oréal, où là j'étais plus aux ressources humaines, et donc je me disais ça va être bien, là je me suis rendu compte que je suis devenue un tout petit peu l'appartement témoin. C'est-à-dire que l'ORH, qui était très sympathique, me disait Sarah, écoute, je lui ai proposé ce poste-là, elle veut pas, tu peux pas l'avoir. Donc j'ai accueilli des jeunes filles qui m'expliquaient, avec beaucoup d'arguments, pourquoi elles voulaient pas prendre le poste au-dessus, en fait. Et c'était jamais, parce que le poste, ça m'intéresse pas. Alors, jamais, hein, jamais une fois. C'était toujours, je suis pas prête, tu comprends. Puis, moi, je suis quand même pas, parlons-en, ambitieuse. Je suis pas ambitieuse, je vais pas les tuer. Il faut être un tueur. T'as vu comment ils font. Et puis, je suis pas politique, Sarah. C'est pas pour moi. Refus d'obstacle, hein, comme le cheval, tac, comme ça. Et quand je leur disais, mais regarde, mais moi, je suis normale. Normale, tout est relatif, mais je suis pas conforme. Ils me disaient, oui, mais toi, tu es atypique. Et je me suis traînée tu es atypique. Donc, quand je suis partie, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Alors, je suis atypique, on est tous atypiques, heureusement. Peut-être qu'il faut pousser l'idée qu'il faut être singulier. Et pas conforme, et que c'est une richesse. Et je me suis dit aussi que peut-être c'était autre chose qui bloquait. Moi, j'avais travaillé sur tout ce que les organisations, comme les vôtres, peuvent mettre en place, mais je reprends ce qu'il disait Mathilde, en fait, il y avait des barrières à l'entrée pour les promotions de femmes qui étaient beaucoup plus sournoises, qui étaient les femmes elles-mêmes, leurs modèles mentaux, leurs blocages et certaines convictions, qu'on appelle un langage de coach un peu vulgaire, des barrières autolimitantes. Voilà. Donc, je me suis mise à reprendre tout ce que ces jeunes femmes m'avaient énuméré comme raison pour laquelle c'était pas pour elles. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut travailler ces croyances autolimitantes des femmes? Est-ce qu'on peut travailler à une redéfinition du modèle? À se dire, tiens, c'est quoi d'être un leader en 2020, 22, etc. Et j'ai repris les thèmes. Et les thèmes, c'était la réussite. C'est quoi réussir? Elles avaient une idée très péjorative de la réussite, beaucoup entre elles. Et peut-être qu'effectivement, arriver à définir, comme disait Cathy, son schéma à soi, c'est quoi pour moi, c'est quoi mon objectif, et pas essayer de rentrer dans l'objectif de quelqu'un d'autre pouvait être une solution. La question de l'ambition, vous en avez largement parlé, mais c'était encore très très présente. Quand vous demandez dans une salle de femmes qui est très ambitieuse, il ne se passe rien. Pendant 2 secondes, il y a un blanc. Puis il y en a une qui timidement dit « mais Sarah, c'est le trait qui me gêne là ». Ou alors c'est « mais tu veux dire quoi exactement par ambitieuse ?» Exactement. Alors que quand j'enseigne à HEC, quand il y a des hommes, je dis il y a des très ambitieux dans la salle. Ils lèvent la patte, c'est pas un sujet, c'est pas. Et ils me disent pourquoi. C'est la question est pourquoi. Donc le rapport à l'ambition est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à travailler. Et vous l'avez bien dit, il faut pousser les femmes. Donc l'autre question qui est très intéressante pour les femmes, c'est la notion de opportunités, générer des opportunités. Comment faire en sorte qu'à un moment donné, alors c'est pas notre faute, on lève pas la main, on fait pas pignon de rue devant la porte du nouveau DRH, pas parce qu'on est une nuche, c'est parce que on a été très bon élève, c'est pas moi qui le dis, c'est l'école, on réussit, on a des bonnes notes, on avance, et puis on commence sa carrière professionnelle, on performe, on avance, jusqu'à ce qu'à un moment ça se passe plus comme ça. Donc les garçons, ils demandent, ils osent, ils lèvent la main, et nous on le fait pas, on attend. C'est la théorie du conte fait. Le prince va venir un moment, maintenant il vient plus. L'ascenseur naturel ne se fait plus comme ça. Il y a la question de l'envie. Je vais aller vite. Les filles me disent je n'ai pas envie. Non, pas envie de ça, pas envie de devenir. Et souvent on travaille à se dire ce n'est pas j'ai envie ou pas, c'est à quelles conditions ça te ferait envie de prendre ce poste-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans pour ça? L'authenticité, grand sujet. Mais il faut mettre un costume, il faut devenir quelqu'un d'autre. Oui, non, pas forcément.
Alors, c'est vrai qu'il y a encore certains dirigeants hommes assez stéréotypés qui fonctionnent de façon... mais on n'a pas besoin de devenir comme eux. Et on doit travailler beaucoup. Et moi, je trouve que les filles le font très bien maintenant. La notion d'émulsion. Comment je deviens une émulsion? Je prends les codes de l'entreprise sans être soluble. Je ne vais pas m'évanouir là-dedans. L'enthousiasme. On a été marqué par le leadership de la testostérone des années 80. Donc, l'autorité égale, je manage par la peur, pas par l'enthousiasme. Heureusement, ça change. Je parle de ça parce que aussi les jeunes hommes, heureusement, ils sont beaucoup plus enclins en fait à réagir à ce type de management-là. Et puis la grosse question de l'équilibre, qui est vraiment une question qui sort tout le temps. Vous avez parlé maternité, mais c'est pas que ça. D'ailleurs, il y a une entreprise qui a fait quelque chose de très bien. Ils ont mis en place un programme qui s'appelle Maternity as a Master, et quand les filles rentrent, en fait, reconnaissent des acquis. Parce que quand on est en maternité, faut qu'on apprenne beaucoup de choses, et donc ils les reconnaissent dans leur parcours. Donc la question de l'écologie personnelle pour un dirigeant, de comment vous régénérez votre énergie est très important. Donc tout ceci, c'est dans le livre. C'est devenu un programme de coaching que je gère avec mon complice François, où Agnès est venue témoigner. C'est un programme qui existe depuis 6 ans. François, c'est un meuf. D'ailleurs, j'encourage Gilles de devenir un meuf, comme disait Brigitte Macron de Emmanuel, un mec extrêmement utile aux femmes. Donc c'est votre notion d'allié. Regarde ce que je fais ce soir. Regarde. Il nous faut des meufs. Là. Ce soir, je suis bien un meuf. Regarde. Donc voilà, donc le livre est devenu un programme qui s'appelle Les rencontres atypiques révélateurs de potentiel féminin. C'est 10 modules avec 8 femmes super comme Agnès qui vient témoigner, toujours avec cette idée, comme vous le disiez tout à l'heure, de créer des zones de partage pour qu'on puisse s'exprimer librement. Et puis il y a un PDG homme qui fait la clôture. Ma conclusion, c'est que ce qui est vraiment fondamental, c'est de créer beaucoup d'occasions de role modeling en montrant que c'est rôle avec un S, qu'il y a plusieurs modèles, pas un seul, que le leadership de la testostérone fonctionne toujours, mais c'est quand même sur sa fin, heureusement, et que pour devenir un leader, il ne faut pas devenir quelqu'un d'autre, il faut devenir soi-même, être soi-même et trouver la façon propre, unique, singulière d'exercer son leadership, d'embarquer les gens et de trouver l'endroit, quelqu'un l'a dit, où on peut le faire. Si ce n'est pas dans l'entreprise où vous êtes, ce sera ailleurs. Merci beaucoup. Bravo Sarah. Merci Sarah. Sarah Ravella, CAC-Women, bravo à toi, merci pour ce beau témoignage. Agnès, je te laisse conclure. Génial, j'ai juste passé un moment extra, je pense que vous aussi. Ça fait du bien quand même dans la semaine d'avoir un moment pour nous. J'ai retenu plein de choses, donc on n'attend plus le prince charmant. Bon, ça faisait un petit moment, on le savait. On doit trouver ses meufs, bon ça aussi, ça c'est pas mal, j'aime beaucoup. On ose, on speak up, et puis surtout, on trouve son propre style. Il n'y a pas un modèle, et c'est ça que, bon voilà, des femmes incroyables sur scène, chaque fois extrêmement inspirantes, mais tellement différentes. Et c'est pratique parce qu'il n'y a pas le modèle extraverti, il n'y a pas le modèle de la superwoman, il n'y a pas le modèle, il y a son modèle à soi dans lequel on doit se reconnaître, dans lequel on est bien, on se retrouve. Et à partir du moment où on est aligné avec ça, on ose, on sort de sa zone de confort, on y va, mais tout est possible. Et surtout, on est solidaires entre nous, avec nos meufs, et on network, et on se rencontre, et on échange. Et c'est ces opportunités-là, c'est ces rencontres-là qui font que, à un moment, il fait bon de vivre déjà, et puis que ça nous amène à l'étape d'après tout naturellement. Et je pense que dans vos parcours, toutes et tous, vous avez forcément ces moments-là. Donc, je vous propose maintenant de clôturer cette première session. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à y assister. Et puis, on se retrouve donc autour d'un cocktail pour des conseils, mais surtout des échanges. Ah oui, auparavant, si vous avez des questions, on est un petit peu, je pense, en dehors du temps. Donc, on le fait autour d'un verre. Ça sera bien plus sympa avec toutes les intervenantes et intervenants. Merci encore, Gilles, pour ta participation courageuse. Et à très bientôt.